qui je suis et quel est mon rôle. Donc je suis Marie Botel-Saville, aujourd'hui je suis directrice juridique Europe, Moyen-Orient et Afrique au sein du groupe Estée Lauder Europe. Donc j'ai pour mission de créer cette direction juridique avec une équipe assez restreinte, donc un directeur data privacy et puis quelques juristes dans les pays, notamment Dubaï et Moscou. J'ai toujours eu envie de faire des post-mortem ou en tout cas des revues de projet pour utiliser un terme plus neutre. Et donc voilà, je suis toujours portée à regarder ce qui va se faire demain ou peut-être même dès aujourd'hui puisque l'innovation est déjà largement parmi nous. Évidemment, tout ce qui tourne autour du big data, c'est pas spécialement nouveau, c'est déjà très largement parmi nous, mais ça a des implications très fortes dans nos vies de citoyens et aussi dans nos vies professionnelles, et ça va l'avoir de plus en plus. Donc ça, je pense que c'est un grand sujet. Il y a aussi tout ce qui tourne, c'est à l'intérieur du big data, mais tout ce qui tourne autour des données personnelles. C'est évidemment une actualité très forte dans le domaine du droit, mais aussi pour les citoyens que nous sommes. Je suis aussi tout à fait fascinée par la justice prédictive et les algorithmes. Donc d'une manière générale, sans rentrer dans le juridique pour l'instant, tout ce qui est algorithmes qui permettent de dégager des tendances, avec aussi une question sur comment les algorithmes sont construits, parce qu'évidemment ça oriente en réalité le résultat que l'on pense statistique et qui est en réalité orienté par la façon dont on conçoit l'algorithme. Ça me semble une question tout à fait intéressante. Voilà les grands sujets qui sont autour de nous. Évidemment, des choses que les robots peuvent faire beaucoup mieux que nous, de façon beaucoup plus fiable, donc ça supprime le risque d'erreur, et donc toutes les tâches, et évidemment pas seulement juridiques, mais qui sont à fort volume, à faible valeur ajoutée, et qui sont capables d'automatisation, c'est évidemment quelque chose qui peut révolutionner nos vies et nos métiers. Je le vois pas comme une menace d'ailleurs, je le vois plutôt comme une libération qui permet justement de se détacher de ces tâches un peu répétitives, pas forcément très inspirantes, pour justement se concentrer sur la création de valeur et là où l'humain justement est plus fort que le robot, notamment les questions éthiques, les questions stratégiques, ce qui ne s'automatise pas. Les opportunités plus précises, il me semble, dans ces domaines que vous avez cités, donc par exemple l'intelligence artificielle, il y a évidemment aujourd'hui des services qui se créent, ça fait même depuis 1 an ou 2, qui permettent, en tout cas qui promettent, on va voir jusqu'à quel point c'est vrai, mais qui promettent de pouvoir analyser une grande masse de documents de façon extrêmement précise pour en extraire le contenu, et pas seulement comme une fonction Word qui comparerait par exemple exactement ce qui est identique et ce qui est différent, mais qui irait au-delà de ça, par exemple en identifiant des clauses qui disent la même chose avec des mots différents. Ça, je trouve ça, si c'est vrai, si ça fonctionne, ça peut révolutionner, par exemple, les data rooms juridiques. Eh bien, on utiliserait cette intelligence artificielle pour justement extraire la donnée pertinente de toute une masse de données. L'automatisation de contrats, par exemple, techniquement, c'est pas incroyable, simplement il se trouve que ça s'est beaucoup développé et qu'aujourd'hui, vous pouvez, en répondant à quelques questions sur une plateforme, vous pouvez créer des contrats dans des volumes tout à fait significatifs, et donc ça peut répondre aussi à des besoins des directions juridiques. Moi, je remarque que intéresser des juristes, des membres de l'équipe à des projets un peu transverses, comme par exemple l'automatisation des conditions générales de vente ou d'autres projets. On a fait une petite vidéo, mais c'était du motion design pour le RGPD, pour expliquer ça en 2 minutes en interne à nos clients. C'est un très bon projet un peu transverse, qui est très motivant pour les équipes, qui permet aussi de faire un petit peu autre chose que le quotidien. Donc pour moi, c'est aussi une opportunité de donner des tâches un peu transverses en mode gestion de projet, ce qui permet aussi de développer ce qu'on appelle les soft skills, qui vont être de plus en plus importantes pour nos équipes. Donc voilà, je vois beaucoup d'opportunités aussi en matière de gestion RH. Ça peut être la tech pour la tech. Évidemment, c'est
très intéressant, c'est assez fascinant. Moi, je suis ravie d'explorer la legal tech. On pourrait d'ailleurs passer toutes nos journées à ça. On n'a pas le temps, bien sûr, mais c'est assez fascinant. Et en même temps, il me semble que c'est important de recentrer la question sur mais l'innovation au service de quoi ? Et pour moi, l'innovation, elle doit être centrée sur l'humain. Elle doit être au service de l'humain et elle doit nous libérer des tâches qui ne nous intéressent pas ou qui sont trop répétitives ou qui sont à faible valeur pour justement nous permettre de nous concentrer sur le plus intéressant. L'autre, je dirais pas écueil, mais en tout cas point de vigilance, c'est évidemment l'éthique. Et j'ai suggéré d'ailleurs aux universités qui m'ont contactée pour intervenir dans des petites formations, soit sur le legal design, soit sur autre chose, je leur ai suggéré d'intégrer un module éthique de l'innovation juridique, parce qu'il y a 1000 questions qui se posent. Il y a évidemment l'utilisation des données personnelles qui est présente absolument partout, c'est-à-dire que dès lors que vous parlez, par exemple, d'un legal bot, donc c'est tout simplement un chatbot qui va répondre aux questions des clients internes qui se posent sur le droit. Mais si vous voulez que votre chatbot soit utile, il doit être intelligent. Si vous voulez qu'il soit intelligent, il faut lui apprendre. Pour lui apprendre, il faut lui montrer quel genre de questions pose quel genre de personne. Mais ça suppose de traiter les questions qui sont posées. Donc de les enregistrer. Alors c'est pas forcément nominatif, mais ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir un risque à traiter la façon dont les clients internes posent des questions aux robots. Et c'est évidemment une grande responsabilité que de fixer la limite. Et puis des questions aussi plus largement qui sont relayées aujourd'hui dans la presse. Le droit des algorithmes, le droit des robots. Les robots ont-ils des droits tout court d'ailleurs voilà, je mettrai les questions éthiques au centre. Il y a pas mal de juridictions qui ont fait des tests de justice prédictive. Alors, il s'avère que les tests sont moyennement concluants pour l'instant. Il y a plusieurs cours d'appel qui se sont lancés dans la démarche. Donc, déjà sans peur. En tout cas, ils ont osé faire cette expérimentation. Les retours font état d'une fiabilité qui est assez relative pour l'instant. Peut-être qu'il faut aussi attendre d'améliorer les outils. Mais je remarque, en tout cas, qu'il y a cette volonté d'améliorer le service public grâce à la technologie. Je ne pense pas que ça puisse complexifier. Je pense qu'en tout cas, il y a une vraie volonté de rester au service de l'usager et du citoyen. Moi, j'aime bien le concret. Je suis quelqu'un d'assez hands-on aussi. Je peux peut-être juste partager avec vous les pilotes que j'ai faits et les solutions concrètes qu'on a implémentées dans notre équipe. Et puis comme ça, chacun peut juger de la pertinence de l'innovation et des éventuelles menaces ou opportunités. La première chose, tout simplement, c'est un projet qui a consisté à automatiser la rédaction de nos conditions générales de vente pour nos sites internet. Définir le process et identifier le bon outil. Donc le legal design, c'est tout simplement du design thinking appliqué au droit et ça part de l'utilisateur. Donc j'ai fait des ateliers avec mes clients internes, c'est de la co-construction de solutions à l'écoute et en partant du besoin des utilisateurs. Ça prend du temps pour mettre la démarche collaborative en place, mais une fois qu'on a réussi à faire ça, c'est vraiment un gain de temps, à la fois parce que la solution que l'on dessine ensemble, elle est nécessairement la plus adaptée, et puis puisqu'on l'a co-dessiné, co-créé, et puis surtout en termes de temps d'adoption. Souvent, le problème, quand on a un nouvel outil, c'est la gestion du changement. Le gros avantage d'une démarche legal design, c'est que comme tout le monde a participé à la définition du nouveau process et aussi au choix du nouvel outil, l'adoption, elle se fait très naturellement, en fait. Il y a toute cette offre très riche, très vaste en matière d'outils, et beaucoup moins en matière de contenu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on continue à rédiger des contrats à peu près comme on le faisait il y a 200 ans. Il y a un article très intéressant du directeur juridique de GE Aviation qui s'est attelé à une démarche de simplification de ces contrats dans ce qu'il appelle le langage clair. C'est du plain language. Je ne sais pas quelle est la traduction exacte en français. Alors ça lui a pris à peu près 1 an, je crois. Il l'a raconté dans un article de la Harvard Business Review.
Mais c'est tout à fait intéressant de voir une entreprise aussi sérieuse, je dirais, sans doute aussi processée que GE Aviation, aller dans une démarche de simplification stratégique. Voilà, donc ça, il me semble que ça va vraiment dans le bon sens. Et on pourrait aussi aller vers plus de démarches de legal design dans le contenu des contrats. Ça me semble vraiment une étape nécessaire, peut-être même avant même de se poser la question des outils d'automatisation, d'augmentation de l'efficacité, ou des outils de justice prédictive. Aujourd'hui, on a encore des façons de gérer nos cabinets d'avocats qui sont relativement anciennes, traditionnelles. Je pense qu'en dépensant la même chose, mais de façon beaucoup plus smart, plus agile, via des plateformes, en ayant un pool de cabinets qu'on aurait présélectionnés sur la base de critères de KPIs, qu'on pourrait instruire de façon très fluide, sans avoir à faire d'abord le conflict check, ensuite l'email pour instruire, enfin, où ils auraient déjà les templates. Ça me semble tout à fait possible. C'est pas forcément plus cher. Alors il y a un coût, par exemple, du pilote pour voir comment ça pourrait se passer. Mais quand on regarde les honoraires d'aujourd'hui et puis ce que ça pourrait donner demain, c'est pas forcément beaucoup plus d'argent, mais c'est dépenser mieux. Ce qui suppose aussi voilà, de remettre les cabinets en concurrence, ce qui fait pas de mal dans l'absolu. Il faut arriver à débloquer d'abord les états d'esprit plus qu'une question de budget ou quoi que ce soit d'autre. Et encore une fois, moi je pense que c'est par l'expérimentation que ça se fera. Montrer que ça fait pas mal, montrer qu'au contraire, c'est une façon de gagner du temps, de pouvoir se concentrer sur des sujets plus intéressants, que c'est pas une perte de pouvoir aussi. Je pense qu'il y a un rapport un peu territorial avec les métiers de chacun, et c'est peut-être plus français en tout cas plus présent en France que dans d'autres pays. Pour conclure, en tout cas si on peut résumer toutes ces discussions riches, je dirais que l'innovation juridique, pour moi en tout cas, elle doit être centrée sur l'humain, elle doit être au service de l'utilisateur, éviter l'écueil de la tech pour la tech, donc toujours avoir l'expérience utilisateur comme obsession. Elle doit être aussi collaborative, pluridisciplinaire, donc avoir la capacité de travailler avec différentes professions. Et puis c'est moins une question de budget que d'état d'esprit. Et donc il me semble que pour innover en matière juridique, c'est plus une question de mieux dépenser que de dépenser davantage.